L'histoire qui suit a été écrite en se référant le plus possible aux dires des deux principaux témoins, Betty et Barney Hill. Le récit a été romancé, dans le sens où il a été passé sous une forme plus littéraire se prêtant mieux au format d'une histoire racontée, mais en restant fidèle à l'histoire d'origine. Par la nature controversée de cette histoire, et par la façon tout aussi controversée par laquelle les souvenirs ont été retrouvés, sous hypnose, ce récit est classé dans la catégorie divertissement, et c'est à chacun de se faire son opinion. Comme d'habitude, pas besoin de regarder pour comprendre, c'est un format principalement audio. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux et écoutez. Notre histoire commence le mardi 19 septembre 1961. Une voiture, une Chevy 1957, roule dans un quartier à la périphérie de Montréal, au Canada. C'est Barney Hill qui conduit. Sa femme Betty Hill est à ses côtés et, sur la banquette arrière, il y a aussi leur chien, un teckel du nom de Dulcie. Le couple a pris quelques jours de congé pour faire un voyage au Canada. Ils sont partis de Portsmouth dans le New Hampshire 2 jours plus tôt. Ils ont traversé l'État du Vermont, sont montés jusqu'aux chutes du Niagara, puis jusqu'à Montréal, où ils ont prévu d'y prendre un hôtel ce soir et d'y passer la nuit. En arrivant aux abords de Montréal, les choses ne se passent pas comme prévu. Nous sommes au début des années 60 et il n'y a pas de GPS. Il est encore facile de se perdre dans une si grande ville, surtout quand on ne la connaît pas du tout. Alors que leur objectif est de rejoindre le centre-ville, Barney va louper une sortie et se retrouver dans un quartier de banlieue. Pour ne rien arranger, à Montréal, les panneaux sont en français, et les gens parlent en français, ce qui n'aide pas les deux Américains à retrouver leur chemin. Ils s'éloignent encore plus du centre-ville. Dépités, ils décident finalement d'abandonner pour ce soir. Ils se mettent alors à la recherche d'un hôtel dans le quartier, mais cela s'avère difficile. Il faut dire que leurs choix sont restreints. Il leur faut trouver un hôtel qui non seulement acceptera leur chien Dulce, mais aussi qui ne soit pas trop cher. En effet, ils n'ont pas beaucoup d'argent sur eux. Barney avait projeté ce séjour depuis quelque temps, mais sans en avertir Betty, afin de lui en faire la surprise au dernier moment. Le seul problème, c'est que lorsqu'enfin il lui a annoncé qu'il partait en voyage, c'était le week-end, et que les banques étaient fermées. Nous sommes en 1961 et ce n'est pas comme de nos jours où il suffit d'avoir une carte bleue sur soi pour subvenir à tous ses besoins pendant un voyage. À peu près tout se paye avec une carte bleue maintenant, et quand ce n'est pas le cas, il suffit de trouver un distributeur pour pouvoir retirer de l'argent. En 1961, la carte de crédit telle que nous la connaissons n'existe même pas. Dans l'impossibilité de se procurer de l'argent liquide, Betty et Barney n'avaient pas renoncé à leur séjour pour autant. Ils avaient rassemblé tout l'argent qu'ils avaient pu trouver, totalisant à eux deux 70 $. Cela leur serait suffisant pour faire le voyage, mais à condition de limiter leurs dépenses au strict minimum. Pas de grands restaurants et uniquement les hôtels les moins chers. Malheureusement, ils ont beau chercher, ils ne parviennent pas à trouver d'hôtel qui soit en même temps bon marché et qui accepte les chiens. De plus, ils entendent à la radio parler d'une tempête qui sévit en ce moment dans l'État de Virginie avec des vents à plus de 200 km/h et qui est en train de monter vers le nord. Les Hills se décident, plutôt que de continuer à errer dans cette ville, de retourner chez eux, à Portsmouth. Après tout, c'est peut-être plus sage avec cette tempête qui arrive. C'est une sacrée distance jusqu'à Portsmouth, mais s'ils roulent toute la nuit, ils pourraient arriver demain matin aux petites heures, et être rentrés bien avant que la tempête ne s'abatte sur le New Hampshire. Si en chemin ils se sentent trop fatigués pour continuer, ils pourront toujours s'arrêter dans les White Mountains et se reposer un peu avant de repartir. Quelques heures ont passé et il fait maintenant nuit, une nuit claire et étoilée. Dans le ciel, la lune est presque pleine. La Chevy 1957, précédée par les cônes des phares, roule en direction du sud, sur l'autoroute inter-État I-93 qui descend jusqu'à Boston. Arrivé au niveau de la ville d'Ashland, il quitte la I-93 pour rejoindre une autoroute secondaire, l'autoroute US-3, afin de bifurquer vers le sud-ouest et rejoindre Portsmouth. Ils traversent maintenant une région plus isolée, où les habitations se font rares. Autour d'eux, des paysages sauvages, des prairies herbeuses, des forêts de conifères, faiblement éclairées par la lune. Au loin, le relief des White Mountains, une partie peu élevée mais néanmoins accidentée de la grande chaîne des Appalaches. C'est alors que, dans le ciel nocturne, en direction du sud-ouest,
Betty aperçoit un point lumineux dans le ciel, comme une étoile très brillante. Enfin, c'est ce qu'elle pense dans un premier temps, mais non, on dirait que ce point lumineux se déplace. Betty pense alors qu'elle voit, pour la première fois, un satellite. J'ai bien dit pour la première fois, oui. Rappelons-nous que nous sommes en 1961, 4 ans seulement après le lancement de Spoutnik et au tout début de l'ère des satellites. Il n'y a que quelques satellites en orbite, et parmi ce nombre déjà réduit, seule une petite partie est visible depuis la Terre. Ainsi, en 1961, assister au transit d'un satellite est chose très rare. Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui n'en ont encore jamais observé, ce qui est le cas de Betty. Mais s'agit-il vraiment d'un satellite ? Bien qu'elle n'en ait jamais vu, Betty se doute bien qu'un satellite devrait suivre une trajectoire rectiligne, ou une trajectoire qui, peut-être, pourrait sembler légèrement curvée, mais qu'en aucun cas il n'est censé changer sa course à travers le ciel. Car en effet, l'objet vient d'opérer un virage, et se dirige maintenant vers le haut, en direction de la Lune. À partir de cette manœuvre inattendue, inutile de dire que Betty porte un intérêt particulier à cet objet étrange. L'astre insolite continue à monter lentement vers la Lune. Betty a les yeux rivés sur le phénomène et l'observe avec un étonnement toujours croissant. Le point lumineux se rapproche de la Lune, petit à petit, et puis il passe devant. Elle en parle à son mari. Barney, un homme pragmatique, cartésien, trouve tout de suite des explications rationnelles en invoquant des phénomènes tout à fait ordinaires. Il doit s'agir d'un satellite. Betty n'en a jamais vu et c'est pour ça qu'elle est un peu perplexe. Mais elle lui assure que non. L'objet vient de changer de direction, et un satellite ne change pas de direction. Eh bien, il doit s'agir d'un avion. Barney jette un bref coup d'œil au point lumineux dans le ciel. D'ailleurs, il semble se diriger vers le nord, vers Montréal. C'est ça, c'est un avion de ligne qui se dirige vers l'aéroport de Montréal, tout simplement. Barney ne s'attarde pas davantage sur la chose. Il est en train de conduire et il ne peut pas regarder l'objet à sa guise. Il doit se concentrer sur la route, et puis il faut dire qu'il n'en a pas vraiment envie. Son esprit pragmatique, contrairement à celui de sa femme Betty, n'admet pas les phénomènes extraordinaires, et bien qu'en 1961, le mystère des ovnis a déjà imprégné la culture populaire aux États-Unis, pour lui ce ne sont que des fadaises, tout droit sorties d'esprit à l'imagination un peu trop débridée. S'il avait observé le phénomène avec autant d'intérêt que Betty, il aurait tout de suite remarqué les caractéristiques peu ordinaires de ce point lumineux. Mais pour l'instant, ça ne l'intéresse pas. Ça l'agace même plutôt, parce que Betty n'en démord pas. Elle ne cesse de lui demander de s'arrêter pour qu'il puisse mieux observer l'objet. Irrité, il finit par se garer au bord de la route. Betty, enthousiasmée, ouvre la porte passager et sort de la voiture, munie d'une paire de jumelles. Barney profite de cette pause pour que Dulcie puisse faire ses besoins. Il prend la laisse et l'attache au collier du chien avant de la faire sortir de la voiture. Betty observe l'objet un moment, jusqu'à ce que Barney lui demande les jumelles pour pouvoir l'observer à son tour. Il porte les jumelles à ses yeux et il croit deviner, sur l'objet, une rangée de fenêtres. Ça lui évoque tout de suite les hublots d'un avion et, pour lui, c'est la confirmation qu'il s'agit bien d'un avion de ligne. Ils reprennent la route, mais Betty continue à lui parler de l'objet, insistant sur ses manœuvres étranges. Tout en conduisant, Barney jette des regards en direction du phénomène et, même s'il ne l'admet pas tout de suite, bientôt lui aussi est décontenancé par ce qu'il voit. Plus il regarde, et plus les hypothèses rationnelles s'amenuisent. Bientôt, il commence sérieusement à douter qu'il puisse s'agir d'un avion. Le point lumineux fait preuve d'une manœuvrabilité qui ne semble pas correspondre à celle d'un avion, et, de plus, parfois, il semble tout bonnement s'immobiliser dans le ciel et rester là, à proximité de la Lune, avant de se remettre en mouvement. Et c'est sans compter qu'en plus, l'objet paraît maintenant plus gros, comme s'il se rapprochait. Mais un esprit sceptique ne cède jamais aussi facilement. Il ne renonce pas à ses certitudes au moindre événement qu'il ne peut expliquer sur le champ. Il rationalise, il se cramponne à des explications très familières pour ne pas avoir à affronter l'étrange, l'inconnu et l'incertain. Et Barney, bien qu'un peu déstabilisé, se borne à vouloir rattacher l'objet à un avion, comme s'il cherchait à s'en convaincre. Plus tard, lors d'une séance d'hypnose dont vous allez entendre un extrait maintenant,
Et bien qu'il évoque un passage plus tardif dans le déroulement de l'histoire, il en est toujours à essayer de se convaincre qu'il s'agit d'un avion. Barney déclare qu'il veut entendre un moteur d'avion. Il voudrait tellement que ce soit un avion. I can't hear any sound. No sound whatever. I want to hear a jet. Oh, I want to hear a jet so badly. Barney est maintenant aussi curieux de l'objet que sa femme, même s'il ne lui avoue toujours pas. L'objet continue à exécuter des manœuvres erratiques, en suivant une trajectoire bien trop irrégulière pour un avion classique. De temps en temps, le couple s'arrête sur le bord de la route pour pouvoir observer le phénomène, et constate bientôt qu'il paraît plus lumineux, plus gros. Bien que l'objet semble plus proche, ils n'entendent toujours aucun bruit de moteur. Quand les Hills reprennent la route, ils ne lâchent plus l'objet des yeux, et chaque fois qu'ils s'arrêtent, il semble s'être encore rapproché. La situation est de plus en plus préoccupante. Ils ont maintenant l'impression que l'objet les suit. Betty ressent de la curiosité et de la fascination. Se pourrait-il qu'il soit en train d'observer un de ces ovnis dont parle parfois la presse à sensation ? Barney, lui, est nerveux. Le fait que l'objet semble les suivre le tracasse. Une pensée, néanmoins, le rassure un peu. La présence de l'arme à feu dans la voiture. En effet, 2 jours auparavant, Barney a pris le soin d'emporter un pistolet, au cas où ils soient contraints de dormir dans leur véhicule en pleine nature. L'arme est dissimulée dans le coffre, sous le tapis, là où se cache la roue de secours dans la plupart des voitures. Le couple continue à rouler vers le sud. Après avoir traversé Lancaster, un petit village aux abords des White Mountains, ils s'enfoncent dans le parc naturel de Franconia Notch. Ils sont entrés dans une région plus montagneuse et plus sauvage. Cette portion de la US 3 est bordée de forêts de conifères des 2 côtés. Il n'y a plus aucune habitation, il n'y a pas non plus d'éclairage public. La route serait complètement plongée dans le noir s'il n'y avait pas la faible lumière envoyée par la lune, qui éclaire le macadam d'une lueur pâle. Barney suit la route à la lumière des phares de la Chevy. Après un virage en courbe, Barney aperçoit la silhouette d'un massif rocheux qu'il reconnaît tout de suite. Il s'agit du Indian Head, la tête d'Indien en français, une formation granitique qui, vue d'un certain angle, est censée évoquer la tête d'un Indien. Le phénomène lumineux est toujours là. Il est sur leur gauche à présent, et semble calquer sa vitesse sur celle de la voiture. Il vole au-dessus des forêts, en suivant le relief des montagnes, et il n'a jamais semblé aussi près. Ses manœuvres sont de plus en plus déconcertantes. Parfois il se met à faire des allers-retours rapides, d'avant en arrière, ce qui évoque à Barney les mouvements de ce jeu d'enfant qui consiste en une balle de caoutchouc reliée à une raquette et qu'il s'agit de faire rebondir. Si vous avez suivi l'épisode de cette chaîne qui traite du cas de l'OVNI du Nimitz, aussi connu sous le nom de Tic Tac, vous vous souvenez peut-être que le commandant Fravor avait, pour illustrer les manœuvres de l'objet en forme de Tic Tac, évoqué les mouvements d'une balle qui rebondirait entre 2 murs. Barney décrit un mouvement similaire, une oscillation très rapide dans un sens puis dans l'autre. Il est assailli par le doute. Les avions ne sont pas censés être capables de se déplacer de la sorte. Ils ne sont pas capables d'accélération aussi soudaine. L'objet se rapproche toujours. Il ne s'agit plus simplement d'une lumière dans le ciel, et Betty pense pouvoir distinguer certains détails avec les jumelles. Elle dit à Barney qu'elle voit 2 lumières rouges, une de chaque côté de ce qui ressemble à un appareil le long duquel elle croit même apercevoir des fenêtres, et qui semble éclairer de l'intérieur. L'objet semble maintenant les distancer vers l'avant, comme s'il suivait une trajectoire parallèle à la route, mais plus rapidement. À un moment, l'objet semble même passer au-dessus de la route, loin devant eux. Barney veut s'arrêter encore une fois, bien décidé à comprendre une fois pour toutes de quoi il s'agit. Mais il n'y a pas de bas-côté approprié sur le bord de la route pour qu'il puisse s'arrêter. Il connaît un peu les alentours car il est déjà venu à Indian Head. Il se rappelle d'un endroit où la forêt s'interrompt pour laisser place à une sorte d'étendue herbeuse où il pourrait se garer. Il s'en souvient car à cet endroit, il y a la reconstitution d'un wigwam, l'habitation traditionnelle des Amérindiens qui vivaient là autrefois. Et bientôt il aperçoit l'endroit, avec la silhouette triangulaire et blanchâtre du tipi indien qui se détache faiblement dans la nuit. Il gare la Chevy et descend de la voiture, la paire de jumelles à la main. Au moment où il porte les jumelles à ses yeux, l'objet se met en mouvement. Il semble venir vers lui, et se met aussi à descendre.
Barney est terrifié. Nous allons maintenant écouter le moment où, quelques années plus tard, Barney se remémorera sous hypnose ce moment précis. Vous allez l'entendre demander au thérapeute s'il peut sortir de sa transe hypnotique, et même le supplier. Et vous allez entendre la terreur dans sa voix, alors que vient le moment de se remémorer des choses qu'il préférerait laisser dans l'oubli. Âme sensible, je vous conseille d'avancer cette vidéo d'une trentaine de secondes à partir de maintenant. I am scared. God, I'm scared. It's all right. You can go right on, experience it. It will not hurt you now. I got to get my gun. I got to get my gun. All right. All right. That's all. I got to get my gun. Go to sleep, Steve. You forget now. Oh, You Lord. forget it now. You've forgotten. Calm now. Relaxed. Deeply relaxed. Deeply relaxed. You will not have to make any outcry. But you can remember it now. Keep remembering. Intérieurement, Barney est paniqué, mais il tente de rester composé pour ne pas trahir sa peur devant Betty. Il fait le tour de la voiture, ouvre le coffre, soulève le tapis et se saisit du pistolet. En revenant vers l'avant du véhicule, il glisse l'arme dans sa poche. L'objet se rapproche toujours. Barney prend son courage à deux mains et quitte le bord de la route pour s'engager dans la prairie, en direction de l'objet. Il sent la lourdeur du pistolet dans la poche de son manteau. Si les choses tournent mal, il est prêt à s'en servir. Et il n'hésitera pas. Il avance mètre par mètre, s'arrêtant de temps en temps pour jeter un œil dans les jumelles. L'objet est bien visible maintenant, et oui, il s'agit bien d'un objet, ça ne fait plus aucun doute. Il est de forme très aplatie et évoque à Barney la forme d'un pancake. De chaque côté, les lumières rouges dont avait parlé Betty, mais alors qu'elle les avait vues collées à chaque bout de l'engin, elles semblent maintenant disposées au bout de sortes d'ailerons latéraux, comme deux petites ailes d'avion qui se seraient déployées entre-temps. Barney peut distinguer la rangée de fenêtres qu'il avait cru apercevoir plus tôt, mais force est de constater qu'il ne s'agit pas des hublots d'un avion. Les ouvertures ne sont pas rondes mais rectangulaires. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule fenêtre, incurvée pour suivre la forme arrondie de l'objet, et entrecoupée verticalement par des montants plus sombres, qui donnent l'impression qu'il y a plusieurs fenêtres. Aussi, Barney constate qu'il ne semble n'y avoir qu'une seule source de lumière émanant de l'intérieur de l'engin, une source unique mais puissante. Il tend l'oreille, espérant entendre le bruit d'un avion, mais il n'entend rien. Ce passage de l'histoire, c'est celui que va se remémorer Barney dans l'extrait de la séance d'hypnose qu'on a écouté tout à l'heure, dans laquelle il dit espérer, tellement espérer, entendre le moteur d'un avion. Il est de plus en plus tendu, même s'il tente d'avoir l'air en maîtrise devant Betty. Il espère qu'une voiture va passer sur la route, ainsi il pourrait l'arrêter, et Betty et Barney ne seraient plus seuls face à cette chose, et il pourrait demander à d'autres personnes de les aider à trouver une explication. Mais personne ne vient. Détail encore plus intrigant, Barney aperçoit des silhouettes à travers les fenêtres, comme s'il y avait une dizaine de personnes, alignées derrière les vitres, qui le regardent depuis l'objet. Barney est de plus en plus déstabilisé. Il en vient à baisser les jumelles et à fermer les yeux, secouer la tête comme si ça pouvait faire disparaître l'objet ou le réveiller d'un mauvais rêve. Il rouvre les yeux, mais l'objet est toujours là. L'objet semble très proche maintenant, et il semble très grand. Les silhouettes sont plus précises, et Barney distingue maintenant des visages. Et c'est surtout l'un des personnages à bord de cet engin qui attire son attention. Cet être lui tourne le dos, faisant face à ce que Barney qualifiera plus tard en anglais de board, ce qui peut être traduit de plusieurs manières en français. Il peut s'agir d'un tableau de bord, sous-entendu avec des commandes, mais aussi un tableau ou un panneau. Malheureusement, il ne nous est pas possible de décider avec certitude ce que Barney entendait par ce mot.
Cet être donc, qui lui tourne le dos, le regarde par-dessus son épaule gauche et il sourit. Barney perçoit alors ce visage comme amical, avenant. Sans trop savoir pourquoi, Barney l'identifie à un Irlandais assez archétypique avec des cheveux roux. Ce passage sera interprété par certains ufologues comme la projection d'images mentales dans l'esprit de Barney, comme si ces êtres avaient eu la capacité de manipuler sa psyché pour lui suggérer des images rassurantes et tenter de le calmer. En effet, pendant la séance d'hypnose, Barney dira « Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à un Irlandais aux cheveux roux ». Et puis juste après, il dira « Non, en fait, je sais pourquoi. Parce que je me fais un devoir d'être toujours calme et gentil avec les Irlandais. » Ceci fera dire à certains que les êtres à bord de l'engin ont réussi à fouiller l'esprit de Barney à la recherche d'images spécifiques qui le rendraient plus amical et plus docile. Barney expliquera pendant la séance d'hypnose pourquoi la vue d'un Irlandais le rend plus amical. Selon lui, les Irlandais ont la réputation d'être racistes envers les Noirs. Rappelons ici, si vous ne le saviez pas déjà, que Barney est afro-américain. Barney explique donc qu'il met toujours un point d'honneur quand il rencontre un Irlandais qui se montre gentil avec lui, et qui ne semble pas raciste en fait, à se montrer poli et tout aussi gentil en retour, une façon pour lui d'encourager les comportements tolérants. Mais au-delà de cet être qui lui rappelle étrangement un Irlandais aux cheveux roux, il y a aussi un autre être dont la vision n'a aucun effet rassurant, et bien au contraire. C'est celui que plus tard le couple Hill appellera le leader, le terme anglais pour chef ou meneur. Celui-là n'a pas l'air sympathique, et même, Barney dira plus tard qu'il avait un visage maléfique. La tête est ronde, surmontée d'une sorte de casquette noire. Autour du cou, l'être semble porter une écharpe noire également, dont il aurait passé une des extrémités par-dessus son épaule. Il porte un uniforme entièrement noir, d'un noir brillant, ce qui rappelle à Barney un uniforme de nazi. Si les êtres sont en train de manipuler son esprit pour le rassurer, ils ne sont peut-être pas tout à fait au point, puisqu'ils passent d'un extrême à l'autre, suggérant d'abord ce qui pour Barney est le symbole de la tolérance, à savoir un Irlandais qui se montrerait sympathique envers un Noir, et juste après l'extrême inverse, l'incarnation la plus emblématique du racisme le plus abject, en la figure d'un nazi. Peut-être aurez-vous d'autres interprétations. Une expérimentation peut-être pour évaluer sa réaction face à des images antinomiques, ou plus simplement une explication psychologique venant de Barney lui-même, qui projette peut-être ses propres peurs sur ce qu'il croit avoir vu. Toujours est-il que cet être ne lui évoque rien de bon. Barney est terrifié, mais il continue à observer le visage du leader. Ses yeux, en particulier, lui paraissent étranges. Ils sont bridés, mais pas bridés comme les yeux d'un Asiatique. Ils sont très bridés. À ce moment-là, Barney panique complètement. Ce visage ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais vu. Écoutons maintenant un extrait de la séance d'hypnose pour se convaincre de l'émoi qui a saisi Barney à ce moment-là. Vous l'entendrez dire « Ses yeux, je n'ai jamais vu des yeux comme cela. » His eyes. His eyes. I've never seen his eyes before. Le thérapeute va essayer de le calmer en lui disant « Mais vous m'aviez dit qu'il paraissait amical. » Et Barney répondra « Oh non, pas le chef. L'autre qui me regarde par-dessus son épaule, oui, celui qui me fait penser à un Irlandais. Mais pas lui, pas le leader. » But you said they were friendly. You said they were friendly. Oh no. Not the leaders. I said only the one looking over his shoulder Oh, I see. The leader was was the... friendly. Betty aussi, pendant sa séance d'hypnose, appellera cet être le leader. Et ce leader se met à parler à Barney. Pourtant, ses lèvres ne bougent pas, mais il lui parle. Barney a la sensation que l'être lui parle avec son visage, et qu'il reçoit cette parole dans sa tête. Et puis il a l'impression qu'en fait, c'est avec ses yeux qu'il lui parle.
Nous allons maintenant entendre le passage le plus perturbant de la séance d'hypnose de Barney. Alors que le thérapeute lui demande qu'est-ce que cet être lui dit, Barney va répondre qu'il lui demande de rester là et de continuer à regarder. De rester là et de continuer à regarder. De rester là et de continuer à regarder. What did he tell you? Stay there and keep looking. Just keep looking and stay there. And just keep looking. Just keep looking. Barney supplie Dieu de lui donner la force d'arracher les jumelles de ses yeux et de se libérer de l'envoûtement étrange de cet être. Il a peur de rester là, à regarder encore et encore, comme le lui commande l'être dans sa tête. Il crie ensuite le nom de Betty, tandis que le thérapeute essaye de le calmer, et s'écrie qu'il leur faut fuir sur le champ. En effet, à ce moment-là, il a la certitude qu'ils vont être capturés. Just keep looking. Could you hear him tell you? Oh, I gotta pull these binoculars away from my eyes. 'Cause if I don't, I'll just keep staying there. Could you hear him tell you this? Oh, no, he didn't say it. You felt he said it. Is that it? I know. You know he Just said it. there, yeah. Just stay there, he's saying to me. It's All right. pounding in my head. Just All don't right. pull Well- the binoculars away. God, give me strength. All right. All Pull right. them down. Run! Pull these binoculars down and run. God, if there's a God, give me strength. I gotta get away. Oh, Betty! All right, all We right. gotta get away, Betty! All right. Calm down. Calm down. I'm driving. I Calm gotta down. get away. Oh. Fin du premier épisode. Bientôt le deuxième, avec le dénouement de cette histoire incroyable. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater la sortie du deuxième et dernier épisode. À bientôt!